Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de to-do dans le code. Nos bases de code sont déjà assez compliquées. Certaines personnes se rajoutent une complexité supplémentaire en rajoutant des to-do dans le code. Il y en a d'autres qui n'en font pas. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes la rajoutent, pourquoi certaines n'en mettent pas, les raisons pour lesquelles il faudrait en mettre ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tout ce genre de questions vis-à-vis de la gestion de la dette technique. Donc pour cela, on va parler d'une petite histoire, d'une histoire qui aurait pu m'arriver, d'un développeur, consultant, on va dire qu'il est plutôt confirmé plus. Je note que j'ai un to-do que j'ai pas réglé, on va le régler en live. Ce personnage, c'est moi, donc en Donari, tout ça, etc. Et une histoire qui peut m'arriver, c'est je peux intégrer une entreprise, un groupe, un client. Et généralement, je dis salut, je code proprement. Ok, c'est bon, t'es engagé. Super. Et du coup, j'en avance sur ce genre de projet. Qu'est-ce qui se passe? Je prends connaissance du projet. Le code est assez massif. Il y a beaucoup de to-do, encore des to-do, plein de to-do dans le code. Et c'est justement le sujet de ce talk. Donc, comme première tâche, ils sont quand même assez sympas. Ils me donnent un petit bug à régler. Donc, ok, j'ai compris le périmètre que je dois faire. J'ai compris le bug, etc., etc. Donc, pour un exemple de code, pour vous plonger directement dans l'exemple, imaginons que c'est là que je suis en train de regarder un fichier qui possède un schéma et il y a toutes sortes de choses dans cet objet schéma. J'ai bien fait de passer en troisième parce que c'est du Python, donc maintenant que vous êtes des experts Python. Imaginons que dans ce schéma-là, on vérifie le champ type et que là-dedans, il y a potentiellement des arrêts. Et si l'arrêt si dans le schéma il n'y a pas d'item, on se dit c'est un comportement qui ne correspond pas au logiciel, on lève une exception. Tandis que si c'est le cas normal, en fait on déroule la suite du programme, tout se passe bien. Et plus loin dans le code, on observe qu'il y a aussi d'autres vérifications sur le schéma, avec éventuellement une autre levée d'exception si jamais. Et évidemment, l'auteur de ce code, il nous a laissé un joli commentaire avec un to-do juste au-dessus, qui nous précise qu'apparemment, il n'a peut-être pas géré tous les cas. Donc, le petit souci, c'est que quand je regarde l'historique de Git, je m'aperçois que le commit, il date de février 2017. Depuis aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Et c'est un projet qui est encore en production. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un projet open source, histoire de vous montrer des codes que j'ai le droit de vous montrer. Et c'est dommage parce qu'OpenMediaVol, c'est quand même un logiciel qui est bien utilisé. Donc potentiellement, on a un code qui est peut-être pas complet. On ne sait pas si c'est problématique ou pas. Et le souci, c'est que je vais vous montrer un autre exemple de code qui possède aussi ce genre de souci similaire. Imaginons que là, c'est un bout de code où en fait, on est en train de vérifier si on peut appliquer une mise à jour ou pas. Donc, on regarde si c'est gradable. Si les choses sont installées, c'est un cas 1. Sinon, on est dans le cas 2, donc potentiellement, on installe un truc. Dans le cas 3, on installe aussi, donc c'est la suite. On a aussi un cas 4 où en fait le logiciel déroule et je vous ai censuré qu'en fait il y en a encore plusieurs cas qui suivent. Et c'est magnifique parce qu'en fait l'auteur a aussi pensé à nous laisser un petit to-do dans le cas 1 en se disant j'ai codé ça mais je suis pas sûr que ce bout de code est atteignable et il explique pourquoi avec un long pavé, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'il pense que potentiellement il y a, le code n'est pas bon. Enfin, en tout cas qu'on n'atteint pas cet endroit-là. Et ça aussi, c'est un projet open source qui est assez populaire et qui tourne. Donc, mais du coup, si vous ne voyez pas au fond, c'est Ansible le nom du projet. Donc, vous voyez que moi, quand je me retrouve dans ce genre de code, première réaction, je me dis, il y a des to-do partout. Il y a des to-do, je me dis, mais ils n'ont aucun sens, ils ne sont jamais traités. L'exemple du premier exemple où ça date de février 2017. Il y a plein de commentaires. Je me pose la question de la pertinence des commentaires. C'est la pollution en plus dans le code. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est mon premier jour. Il faut encore que je me tape beaucoup de lignes de code, beaucoup de commentaires. Le temps passe quand même. Le lead dev au daily il me dit t'as fait quoi hier?
j'ai analysé le code, j'ai pas fait de commit, j'ai beaucoup râlé, je me suis un peu dissipé, mais promis, là, c'était juste le temps d'échauffement. Là, je commit. Donc, on va reprendre l'exemple 2, l'exemple où on a un long code, on a un long to-do et plusieurs commentaires. Donc, on va se poser une question face à ce genre de situation. Est-ce que on supprime tous les to-do? Donc, celui-ci parmi tant d'autres. Oui, non. On va se dire que on est un yes man, on accepte le challenge, c'est-à-dire qu'on dit oui à tout. Donc, on va supprimer on va tout supprimer les to-do, tout ce qu'il faut. Mais là, je me heurte à une problématique. Ben, l'équipe que j'ai intégrée n'apprécie pas que je décode des trucs comme ça. Il y a potentiellement des merge conflits avec les personnes qui ont des feature branches qui datent depuis plusieurs semaines et ils se disent attends, il y a encore des conflits, j'y arrive plus là. Il y en a d'autres qui me disent mais attends, c'est pas ton scope là, ça n'a rien à voir avec ton bug, pourquoi tu interviens sur ce fichier là? D'autres qui vont me dire mais on perd l'historique Git, il y a quelqu'un qui a posté un message, laisse, on sait jamais. Donc ok, ben potentiellement je ne supprime pas tous les to-do. Du coup on va dire non. Mais à quoi sert mon talk si je supprime rien? J'avais dit en introduction à l'entretien, je code proprement, donc est-ce que c'est du clean code, tout ça? Il faut gérer la dette technique. Bon, ok, on va couper la poire en deux, on va dire un oui, mais je vais quand même supprimer les to-do, mais de manière un peu plus contrôlée. Et pouvoir faire ça de manière un peu plus contrôlée. Une règle qu'on va appliquer de manière générale, c'est la règle du Boy Scout. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un camp, vous laissez le camp plus propre que lequel vous l'avez trouvé. Et c'est applicable totalement avec le code. Et cela, on peut faire de petites actions assez simples qui ne sont pas forcément extraordinaires et qui sont accessibles à tout le monde. Donc ça peut être des petites actions, simplifier une fonction, renommer une fonction, éliminer un peu de code. Écrivez un commentaire seulement si on est vraiment contraint en ultime recours. Et ces genres de conseils, je ne les tire pas de n'importe quel ouvrage, je les tire d'un livre qui s'appelle Clean Code en français, qui a été traduit codé proprement, donc qui sort tout un tas de conseils pour pouvoir arriver vers un code plus propre. Et c'est ce qu'on va essayer d'appliquer du coup à notre exemple 2, donc celui avec le long to-do. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de simplifier un peu plus parce qu'il y a un truc que je n'aime pas trop dans ce code, c'est qu'il y a peut-être un peu trop d'indentation. Donc je vais utiliser un close guard, c'est-à-dire qu'en fait je vais directement vérifier dès le début est-ce que j'ai besoin de passer directement. Donc là en fait ça c'est la représentation du K4, donc si je ne suis pas concerné, je passe. Le K2 et 3, je l'ai aligné sur une seule ligne en disant en fait la continuité c'était la suite, j'installe le reste du logiciel. Donc là, c'est géré en une seule ligne. Et ensuite, j'ai le fameux K1 où je laisse quand même mon to-do avec le long commentaire en me disant, bon, je ne froisse pas trop de personnes, il y a quand même l'historique, etc. Même si je serais d'avis d'agir là-dessus. Mais là, dans ce cas de figure, on a un code où on a supprimé des commentaires qui potentiellement pouvaient adjourner en disant est-ce qu'il n'y a que 4 cas, il n'y a que 4 cas. Quand on a K1, K2, K3, on se dit est-ce que chaque cas, intuitivement, on se dit qu'ils ont tous autant de chances d'arriver que les uns que les autres, alors que ce n'est pas forcément le cas. J'ai moins d'indentation, donc c'est peut-être un code plus lisible pour certaines personnes. Et tout ça, toutes ces techniques-là, ce que je vous recommande comme ouvrage, c'est un livre qui s'appelle Refactoring, qui a tout un tas de techniques de refactoring, dont le close guard que je vous ai présenté assez brièvement présentement. Du coup, on est le 3e jour de l'entretien. Enfin, là, le lead dev dit bon, t'as fait quoi hier? J'ai nettoyé le code. Le code, il est plus propre, tout va bien. Oui, mais pour ton ticket bug. Ok, oui, ok, promis. Là, je me focus sur le bug, je me suis trop dissipé. J'ai certes apporté un peu de qualité, mais c'est pas bon du tout ce que j'ai fait. Il y a un bug, je dois le corriger. Donc on va se focus sur, on va apporter de la valeur rapidement, on va valider l'hypothèse parce qu'on a un bug, donc il faut réussir à le reproduire, etc. Et donc pour cela, on va y aller en mode rapide et sale, quick and dirty. On va vérifier une condition vraiment spécifique de mon bug. Est-ce que là, sur tout le bloc de code, si j'entre particulièrement cette condition-là, est-ce que je suis bon ou pas?
Yes, oui, c'est exactement ça. J'ai reproduit le bug. Donc je sais comment on peut corriger. Bah, succès, bah, c'est bon. Git add, commit push. Ah, mais en fait, il y a une règle sonore. Je peux pas pousser plus de to do. Et puis, bah, attends, ton code là, il est où le code propre? Je croyais que tu codais proprement. Ok, alors, on rebobine. Je git add, je git commit, mais je ne push pas. Donc ça, je garde tout en local. Et au fur et à mesure, je vérifie factor et si besoin, à la fin, je fais un git squash avant de soumettre ma merge request. Et ça, cette technique-là, en fait, c'est l'idée que il faut vous définir un objectif clair quand vous arrivez sur votre périmètre d'action. Vous essayez de tracer un peu les étapes, donc potentiellement, peut-être poser quelques to-do, ça peut être intéressant. On fait une approche itérative, vraiment de petites étapes gérables. On se donne l'autorisation de revenir en arrière, donc notamment utiliser le Git pour pouvoir faire ça. Et on valide et on itère au fur et à mesure. Et ça, ben, ces petites actions-là, ben, c'est des to-do qu'on utilise cette fois-ci, non pas qu'en tant qu'adversaire qu'on veut absolument éliminer, mais en tant qu'allié. Sauf que cette fois-ci, la nuance, c'est que moi, je ne push pas. Je commit au fur et à mesure et à la fin, ben, je peux faire un git squash. Et si jamais ben, je me trompe, comme j'ai fait des petites étapes gérables, ben, je peux faire un git reset et revenir en arrière. Et ces conseils-là, ben, c'est une autre méthodologie que je vous conseille, qui s'appelle The Mikado Method, que je vous conseille de continuer à regarder. Donc ben, c'est cool en fait, parce que là on est arrivé au jour 4, et puis ben, le technique de 11, qu'est-ce qu'on a fait hier? Ben, c'est bon, non seulement j'ai corrigé le bug, mais en plus j'ai refactoré, le code est plus propre. Donc en fait, ben, on est prêt pour quasiment tout, tous les types de bugs, pour pouvoir mieux gérer toutes les situations. Mais il y a quand même d'autres to-do que j'ai envie de vous appuyer, de vous apporter un peu durant ce talk. Et là, c'est un exemple de to-do que j'apprécie particulièrement. C'est le to-do remove, le to-do d'un code qui est potentiellement jetable. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il me spoil le projet sur lequel j'ai chopé ce to-do. Grosso modo, ce que dit ce to-do-là, c'est que potentiellement, le développeur a codé ces lignes-là, mais dans une fonctionnalité plus tard, il n'y aura potentiellement pas besoin. Donc, en fait, ça veut dire que c'est du code qui peut être potentiellement jetable, qui est utile aujourd'hui, mais qui, à terme, pourrait être jeté. On a aussi une autre alternative. Là, encore, c'est un autre projet enfin, un autre commentaire qui nous spoil le nom du projet sur lequel je tire cet exemple-là. Donc là, il nous fait un long monologue en disant attention, on a trouvé un issue, un problème, il y a des choses qui se passent pas bien. Il nous décrit le pourquoi du comment, avec évidemment le to-do en question, en disant ben, je fais ce correctif-là, mais potentiellement, une fois que cet issue est résolu, vous pouvez enlever ce code-là. Et ça, ce projet-là, je tire de Kubernetes. Et pour la petite histoire, ce to-do-là, il est resté un petit moment, mais en début d'année, ils ont fait un dernier commit qui est en merge request et qui enlève effectivement tout ce to-do-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un to-do qui a bien servi et que les gens ont bien pris en compte. L'issue en question a bien été résolue. Et ça, ben, du coup, ça, c'est des genres de to-do qui sont en fait des formes de ticketing. C'est-à-dire que c'est des tâches Jira ou des tâches issues GitHub qui bah, à travers d'outils, là je vous montre un exemple d'outil que bah, potentiellement vous pouvez convertir des to-do en issues GitHub pour pouvoir mieux les tracer et dire bah, attention, on a ce to-do là qui a à gérer plus tard, etc. Des outils comme ça, vous pouvez en trouver plein d'autres. Et il y a un dernier type de to-do que j'aime bien aussi, c'est les to-do qui s'adressent directement à une personne ou à une équipe. C'est-à-dire que là, c'est directement une personne qui s'adresse à un autre mainteneur du projet et qui dit ben, est-ce que tu pourrais regarder cette partie-là? Et l'avantage, c'est que ça lui permet de baliser l'endroit où il doit intervenir. Il fait un contrôle recherche global et il sait ben, ok, ben, ça va être là que je vais devoir intervenir. Et là, c'est pareil, c'est un projet que j'ai pris sur GitHub, le projet React. Et il y a encore, je vous ai spoilé, il y a encore un dernier to-do que j'ai laissé entrevoir tout à l'heure et qui est laissé par ce bonhomme-là. Lui aussi, il fait des to-do, mais lui, la différence, c'est qu'il ne les push pas. Et dans l'une de ses méthodologies, je vous invite à regarder ce qui s'appelle le Canon TDD, donc Test Driven Development, il a voulu préciser en fait la méthodologie avec un schéma beaucoup plus clair. Et qu'est-ce que c'est que ça, littéralement, sa toute première étape, c'est
poser un to-do. C'est vraiment le côté, vous gardez en tête quelque chose, vous voulez tester les scénarios, vous les postez quelque part sur le code, sur un IDE, sur un bloc-notes, où est-ce que vous voulez. Mais c'est littéralement un to-do. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec tout le reste du cycle TDD. Donc pour cela, je vous invite à regarder ce que c'est que cette méthodologie qui utilise des to-do aussi également en allié. Du coup, pour conclure, en fait, si on résume tout ça, en fait, on a globalement deux types de to-do. Ceux qui sont push, donc potentiellement ceux que moi je rencontre et que d'autres développeurs peuvent rencontrer. Ceux qui sont gardés en local et qui ne sont pas push tout simplement. Et donc parmi ceux qui sont push, vous avez les to-do qui sont plus sous forme de ticketing caché, ceux qui auraient pu être mis sur un ticket Jira ou autre, et ceux qui sont potentiellement inutiles, qui sont en fait de la dette technique. C'est les faux commentaires, c'est les to-do qui sont jamais gérés. L'exemple de celui qui date de février 2017, jamais traité, jamais vu. Tandis que les to-do qui sont postés en local, ça dépend énormément de côté méthodologie de travail, l'organisation. J'ai envie de libérer ma tête, mon esprit pour pouvoir coder plus sereinement. Donc je pose des penses bêtes. Ou alors là, je suis en train d'avancer. Est-ce que je peux refactorer là? Je ne suis pas sûr. Je marque to-do. Est-ce que j'ai le temps de refactorer? Bref, toutes sortes de to-do en push, en local. Et du coup, je pense qu'on peut mettre ce talk à Don, de to-do à Don. Et je vois que j'ai un dernier to-do à gérer, c'est demander au public s'ils ont des questions. Question. Est-ce que j'ai le droit de remplacer mes to-do par des fix-me? C'est remplacer les to-do par des fix-me. J'ai envie de dire c'est à ta convenance parce que la subtilité c'est que peut-être que la règle sonore ne regarde que les to-do et pas les fix-me. Il faut vérifier si c'est bien le cas, mais pour moi un to-do et un fix-me ça reste quand même à peu près la même chose. Un fix-me c'est un to-do déguisé pour moi, enfin à mon sens, peut-être pas pour d'autres, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ma vision. Est-ce qu'il existe la GitHub Action qui transforme les to-do en action? Les to-do en issue comme tu as mis dans ton schéma ou c'était à titre illustratif? Là, celui que j'ai montré, il existe vraiment. Donc en fait, tu peux totalement l'utiliser. Donc en fait, il détecte le to-do, les slash to-do que tu mets dans le code, enfin, ou DS to-do selon le langage de programmation, et il te le transforme en issue. Ok, merci. Je crois qu'on est bon. Merci à vous.